Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ces nouvelles causeries avec Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Alors ce soir Pascal, nous allons rentrer dans le mystère. Dans le mystère d'un homme qui s'appelle Maître Philippe de Lyon et qui a une vie des plus extraordinaires. Mais qui est Philippe de Lyon ? Donc Philippe de Lyon, c'est un personnage extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un thaumaturge. Alors le thaumaturge, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qui réalise des miracles et c'est vrai que Philippe de Lyon aura réalisé des miracles toute sa vie. Et notamment, il aura été à l'origine de guérisons miraculeuses. Et c'est un homme donc, qui a vécu durant la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'au début du XXe. Alors on va peut-être commencer à parler par sa naissance qui était déjà assez extraordinaire. Philippe de Lyon, il est né en 1849 dans un petit hameau de Savoie. Et il était le fils de Joseph et Marie Philippe. Joseph et Marie, ça ne s'invente pas, hein, donc c'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Et donc, il faut également préciser qu'avant sa naissance, la mère il s'appelait Nizier, hein, Nizier Anthem Philippe, la mère était allée consulter le curé d'Ars, le fameux curé d'Ars, et qui lui annonçait qu'elle allait mettre au monde un être exceptionnel, doué de pouvoirs non moins exceptionnels. Et effectivement, déjà sa naissance a été quelque chose, parce que lorsqu'elle a accouché, sa mère, elle n'a éprouvé aucune douleur. Elle poussait même la chansonnette, c'est pour dire comme elle était tranquille lors de son accouchement. Par contre, il y a un orage d'une extrême violence qui s'est déchaîné tout le long de l'accouchement et qui s'est incroyablement stoppé au moment où, on va l'appeler déjà Maître Philippe, on ne va pas redire Nizier Anthem Philippe, par commodité, on l'appellera par la suite donc Maître Philippe. Donc Maître Philippe qui vient au monde, et au moment où il vient au monde, l'orage se stoppe comme par enchantement, et on voit le ciel s'éclaircir et une étoile d'une brillance incroyable apparaître. Cette étoile, on va la retrouver lors du baptême de Maître Philippe. D'ailleurs, le curé sera très impressionné par cette étoile qui ressemble à l'étoile qui a guidé les rois mages par la naissance du Christ. Hein. C'est une étoile exceptionnelle. Et lors de la première communion de Maître Philippe, il se passe encore un phénomène très étrange. Il y a une boule de feu qui traverse l'église au moment de l'Eucharistie. Inutile de dire que le curé est complètement abasourdi par ce phénomène. Et son enfance va être jalonnée comme ça de phénomènes exceptionnels. On s'aperçoit notamment qu'en classe, Maître Philippe, il a déjà un don de guérison parce que ses petits camarades, lorsqu'ils ont des maux de tête, il suffit qu'ils s'approchent de lui et les maux de tête disparaissent aussitôt. Donc, c'est celui qui se disputera la place assise à côté de Maître Philippe. Autre fait étonnant, Maître Philippe est capable de répondre aux questions de son instituteur avant même que celui-ci énumère la question. Donc, il connaît déjà la réponse. Au moment où l'instituteur s'apprête à l'interroger, il lui sort la réponse. Alors, inutile aussi de préciser que l'instituteur est estomaqué par ce prodige. Et lorsqu'il avait 5 ans, Maître Philippe, on l'envoyait garder les moutons, parce qu'il faut savoir que ses parents, ce sont à l'époque des agriculteurs, mais des agriculteurs très, très pauvres, hein, et vivent pratiquement dans la misère. Et lorsqu'ils envoient le petit lisier donc garder le troupeau, avec un bâton, il dessine un cercle invisible autour du troupeau, et le troupeau ne bouge plus. Aucune brebis ne va chercher à s'échapper, si bien que le soir, il a son troupeau intact, il ne manque pas une seule brebis à la pelle. Donc voici déjà tout un tas de phénomènes qui gravitent autour de Maître Philippe alors qu'il n'est qu'un enfant. Et bien sûr,
c'est également un élève surdoué. Donc, on se rend bien compte qu'il faut l'encourager au contraire à faire des études et ne pas le laisser prendre la succession de ses parents à la ferme. Du reste, ils sont dans un tel état de misère que, bon, ils espèrent bien, ses parents, qu'il aura une vie bien meilleure que la leur. Et donc, il est décidé, lorsqu'il a 14 ans, de l'envoyer à Lyon pour étudier. Et comme ils sont très pauvres, il n'a pas d'autre solution, Maître Philippe, que de rejoindre Lyon à pied. C'est à pied qu'il va rejoindre la grande ville. Et il est accueilli là-bas par son oncle, qui est boucher de son état. Et son oncle a décidé qu'il allait l'héberger en échange de quelques services que va lui rendre Maître Philippe, comme par exemple aller porter des commandes à des clients, des choses de ce type. Donc, il étudie à Lyon, il obtient même un certificat de grammaire qui lui ouvre après la porte des facultés, c'est un élève brillant, et en 1874, il entre à la faculté de médecine de Lyon. Mais là va se passer encore des phénomènes ahurissants et qui vont lui porter préjudice en fait. Alors par exemple, alors qu'il est jeune étudiant en médecine et qu'il a donc l'occasion de visiter l'Hôtel-Dieu où il y a des malades, etc., il s'approche un jour d'un homme qui pleure dans son coin et cet homme il révèle à Maître Philippe que demain on est obligé de lui amputer une jambe parce que sa jambe est complètement pourrie, on ne peut rien faire pour la sauver. Il lui dit, Maître Philippe, ne vous inquiétez pas, on ne vous amputera pas, mais surtout, vous ne dites rien, hein, vous gardez le secret. Le lendemain matin, le chirurgien arrive pour voir son patient et, à sa surprise, qu'est-ce qu'il constate? C'est que la jambe a miraculeusement guéri, il n'a plus besoin de l'amputer. Alors, il demande à son patient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il lui dit, oh, c'est le petit monsieur là-bas, un petit homme brun, il désigne en fait Maître Philippe, et il lui dit donc au chirurgien, c'est lui qui m'a vu. Voilà. Bon. Alors déjà, on commence à se poser des questions sur Maître Philippe. Et puis après, il y a encore un événement qui va se produire. Il rencontre Maître Philippe trois malades, trois soldats qui sont atteints de la fièvre typhoïde et qui sont dans un état, on va dire, tels qu'ils sont considérés comme mourants. Ils sont perdus pour la médecine. On pense qu'ils n'ont plus que quelques jours devant eux. Voilà. Et là encore, Maître Philippe les rassure, on leur dit, ne vous inquiétez pas, demain vous irez mieux et on vous enverra en convalescence à un centre qui s'appelle Longchaine. Et effectivement, le lendemain matin, ils vont mieux. Et on ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Et par contre, il y a un jeune interne qui a compris que Maître Philippe était passé par là et là c'en est trop. Donc il va voir le professeur de médecine, il se plaint de Maître Philippe, il lui dit c'est incroyable, il va voir des malades, ces malades guérissent après comme par enchaînement, c'est plus possible, il faut le renvoyer de la faculté. Effectivement, c'est ce qui va se passer, il va être renvoyé pour motif de charlatanisme et de je ne sais trop quoi. Enfin bon, il est viré de la faculté comme un malpropre, alors que le pauvre n'a rien fait d'autre que guérir par on ne sait quel moyen des personnes qui étaient amenées à subir et là une amputation et les autres qui étaient destinés à mourir carrément. Mais Maître Philippe, il se dit, bon, de toute façon, je vais continuer à guérir des gens. Il sait qu'il a ce don de guérison, bien sûr. Et il va donc se consacrer aux autres. Alors, une des particularités de Maître Philippe, c'est qu'il ne demande aucun argent pour guérir les gens qui viennent le voir. D'ailleurs, ça, on peut dire que c'est, on va dire, un bon indice concernant les guérisseurs, parce que quand on va voir un guérisseur qui a des tarifs, déjà on peut se poser des questions. Et quand le guérisseur, vous allez voir, où il vous demande rien, où il vous dit vous me donnez ce que vous voulez, là on peut être sûr qu'il s'agit effectivement d'un véritable guérisseur. Moi-même d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années de cela. Je connaissais un très très bon guérisseur qui malheureusement est parti à la retraite parce qu'il était très âgé.
Et il m'avait sauvé 2 maux de tête qui me duraient depuis 1 an. Et quand je suis allé le voir, je désespérais. On avait fait des examens, on ne trouvait rien. Et lui, en 10 secondes, il m'a dit ce que j'avais. C'était un nerf qui était coincé par de l'arthrose que j'ai dans la vertèbre cervicale. Et il m'a fait une imposition des mains. Et il m'a dit le lendemain, vous n'aurez plus rien. Effectivement, le lendemain, je n'avais plus rien. Et quand je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a dit ce que vous voulez. Voilà. Donc lui, c'était un véritable guérisseur. Bon, ça, c'est l'aparté. Et je vais revenir maintenant à Maître Philippe. Donc Maître Philippe ne prend aucun argent et il opère vraiment des guérisons miraculeuses. Et un jour, il est appelé au chevet de Jeanne-Julie Landard. Jeanne-Julie Landard, c'est la fille d'un riche industriel lyonnais. Et elle est condamnée par la médecine, cette pauvre jeune fille. On lui donne plus que peut-être quelques jours à vivre. Elle est perdue pour la médecine. Maître Philippe arrive, bien sûr, il la guérit instantanément. Et en même temps, Maître Philippe va tomber amoureux de cette jeune fille. Et il va donc finir par demander sa main. Et les parents de Jeanne-Julie ne pourront pas lui refuser. Il a sauvé leur fille, et c'est la moindre des choses qu'il lui accorde sa main. Ce faisant, il va donc bénéficier d'une certaine fortune, naturellement, parce que dans la corbeille de mariage, Jeanne-Julie donc lui apporte quand même plusieurs maisons dans Lyon. Elle lui apporte aussi le fameux Clos Landard, hein, qui se trouvait sur la commune de l'Arbrel, très belle propriété. Et donc, étant donné qu'ils sont suffisamment riches, il n'a pas besoin d'exercer la bonne profession. Donc, que fait Maître Philippe? Il va continuer à guérir tous les gens qu'il peut, qui viennent le voir. J'ai une question, Pascal. Parce que donc là, il doit avoir entre 25 et 30 ans. Il n'a pas fait l'armée à l'époque, Maître Philippe? Non, il n'a pas fait l'armée, non, non. Ah, par contre, ce que j'aurais pu signaler, c'est que son père a participé sous Napoléon III à une campagne en Italie, et lorsqu'il était enfant. Et je sais que Maître Philippe a communiqué avec son père alors qu'ils étaient séparés de centaines de kilomètres, télépathiquement. Il a fait en sorte de faire tourner la tête à son père au moment où un boulet allait l'emporter. Donc il a sauvé la vie de son père à ce moment-là. Mais Maître Philippe n'a pas fait l'armée, non, du tout. Donc, on revient à l'union de Maître Philippe avec Jeanne-Julie Landard. De leur union vont naître 2 enfants. Il y a d'abord Victoire, qui est née le 11 novembre 1878. Alors, retenons bien cette date du 11 novembre, parce qu'on expliquera l'importance de cette date plus tard lorsqu'on parlera de Victoire. Et il a aussi, 2 ans plus tard, un garçon qui est au monde, mais qui décédera de la petite vérole alors qu'il avait que 3 mois, et alors que Maître Philippe se trouvait à l'époque à Tunis. Parce que sa réputation étant déjà, ayant déjà passé les frontières de la France, c'est le maire de Tunis qui souffrait terriblement d'une terrible maladie, avait fait appel à Maître Philippe, et donc il avait demandé à ce que Maître Philippe vienne le voir. Donc Maître Philippe va à Tunis, il voit donc le maire de Tunis et lui révèle qu'il n'en a plus que pour 18 mois à vivre. Mais ce qu'il va faire, Maître Philippe, quand même, il va faire en sorte qu'il n'ait plus aucune douleur. Et effectivement, le maire de Tunis ne souffrira plus, il sera tellement heureux justement d'être libéré de cette douleur. Sachant que Maître Philippe refusait tout argent pour son travail, il va quand même le décorer de la plus haute distinction à Tunis. Voilà. Donc, Maître Philippe, après, retourne à Lyon, et il veut donc ouvrir carrément pas un cabinet, mais une salle où vont se rencontrer tous les patients qui souhaitent être guéris par lui. Et il a un petit hôtel particulier, pareil, qu'il lui a apporté dans la corbeille de mariage son épouse. C'est au 35 rue Tête d'Or. Alors, c'est un tout petit hôtel particulier, mais enfin, c'est une maison
quand même assez bourgeoise, avec un jardin, clos de murs, etc. Et au premier étage, il y a une grande salle où il installe des bancs et là peuvent s'asseoir à peu près 80 personnes. Parce qu'il faut savoir qu'environ 200 personnes vont aller tous les jours consulter Maître Philippe. C'est un flot pratiquement continu de patients qui viennent demander son aide. Et là, il va s'opérer des guérisons, mais complètement incroyables. On a notamment le cas d'une petite fillette qu'on lui amène, elle est âgée de 10 ans, et cette petite fille, elle est incapable de se tenir debout. Pourquoi? Parce qu'elle a la colonne vertébrale qui est complètement déformée. Et elle marche à quatre pattes, en fait, elle se traîne hein, carrément sur le sol. Et Maître Philippe lui dit, ben, lève-toi, vas-y, lève-toi. Et sans t'aider du banc, vas-y, lève-toi. La petite fille se redresse, et comme par miracle, sa colonne vertébrale s'est redressée, et elle marche normalement. Sans la toucher, Ah sans lui non, oui. faire de flux magnétique. Non, 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 rien du tout. En fait, il disait lui-même qu'il ne guérissait pas, mais qu'il faisait appel ou à Dieu en personne ou à son ami qui était Jésus-Christ. Il disait que c'était Jésus-Christ qui guérissait sur sa demande ou Dieu en personne. Voilà, ça c'est ce que disait Maître Philippe. Oui, là il y a plagiat, c'est lève-toi et marche, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et donc, en plus, aux parents qui viennent le voir pour aux enfants, qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur demande pas d'argent. Tout ce qu'il leur demande, c'est de ne pas dire du mal de leur prochain pendant un certain laps de temps. Euh, à l'une, il va dire pendant 3 mois, vous ne direz pas du mal de votre prochain, du moins hors de sa présence. Et c'est tout ce qu'il leur demande. Hein, voilà. Alors, une autre fois, c'est une Italienne qui arrive avec ses deux petits garçons. Il y en a un qu'elle tient dans les bras. Et le petit garçon qui tient dans les bras, il a une jambe qui est plus courte de 10 centimètres. Maître Philippe le prend dans ses bras, il le pose après sur le sol et il lui dit vas-y, va rejoindre ta mère. Donc il y a quelques mètres qui séparent l'enfant de la mère, et en se déplaçant vers sa mère, on voit la jambe qui se rallonge, la jambe qui était trop courte, et qui arrive à avoir exactement la même longueur que l'autre jambe. Donc à l'espace de quelques secondes, la jambe est redevenue normale. C'est quelque chose de complètement fou, mais ça a été vu par des témoins. Il y a même d'ailleurs des guérisons qui ont été opérées même devant des médecins. Hein. C'est complètement incontestable. Alors, une autre fois, on lui apporte un enfant de 18 mois qui lui aussi ne veut pas marcher parce qu'il est complètement rachitique et ses tibias sont déformés en arc de cercle. C'est pareil, il va le guérir instantanément, en 10 secondes, l'enfant est guéri. Après, il y a une mère qui lui amène sa petite fille de 10 mois, alors qui est perdue, elle aussi, aux yeux de la médecine, puisqu'elle est atteinte d'une double tuberculose, d'une bronchite tuberculeuse et également d'une tuberculose de l'intestin. Enfin bon, on lui a donné plus que quelques jours à vivre à cette pauvre enfant. Et la femme en question, par contre, elle est très riche. Et quand elle arrive devant Maître Philippe, il lui dit Madame, vous n'êtes pas assez riche pour moi. Enfin, c'est pas, il ne parlait pas bien sûr de l'argent, mais au niveau de ses qualités de cœur, c'est ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, je vais lire là exactement ce qu'il lui a dit. C'est quand même assez amusant d'entendre le discours de Maître Philippe à ce sujet. Voilà ce qu'il lui dit exactement, Maître Philippe. Madame, vous n'êtes pas assez riche pour nous payer. Vous pouvez avoir de la richesse matérielle, mais vous dites tant de mal des uns et des autres, et vous avez si peu partagé votre avoir avec des pauvres, que vous n'avez que bien peu de cette monnaie d'épreuve, de souffrance et de dévouement, la seule que le ciel connaisse, la seule que dans son insigne faveur, il nous est autorisé, bien que nous en soyons indignes, à escompter. La monnaie de César n'a pas cours ici. Seule la monnaie du Christ y est respectée. Et cependant, vous venez à nous pour que le ciel guérisse votre enfant. Donc, comme il est considéré comme quelqu'un qui était pauvre de cœur, en quelque sorte, il va demander aux gens présents
dans la salle de se cotiser en promettant de ne pas dire du mal de leur prochain pendant 3 jours. Voilà. Alors, ce à quoi, bien sûr, les gens qui sont dans la salle vont acquiescer à cette demande. Et Maître Philippe va guérir l'enfant. Il lui a dit, madame, si vous pouvez repartir, votre enfant guérit. Instantanément, elle était guérie. Donc voilà, ça, des cas de ce genre, on en a à l'appel. Hein, c'est tout à fait incroyable. Mais ce qu'il y a encore de plus fou avec Maître Philippe, c'est que non seulement il guérit les malades, mais il va également ressusciter des morts. Et le cas le plus célèbre, on va dire, c'est celui de Jean Chapas, qui deviendra d'ailleurs plus tard son disciple. Et là, Maître Philippe, il est vraiment au tout début, on va dire, de l'exercice de sa fonction de guérisseur. Il a 21 ans, hein, on est en 1870, c'est vraiment au tout début. Et on l'appelle dans une maison où un enfant de 7 ans vient de décéder d'une méningite foudroyante. Donc les médecins, ils ont déjà dressé l'acte de décès. Il y a déjà des menuisiers qui s'affairent dans la cour, ils sont en train d'assembler des planches pour faire un petit cercueil, bien sûr, pour l'enfant. Et donc, Maître Philippe arrive, le père de l'enfant décédé le fait entrer, il le connaissait d'ailleurs, hein, il avait déjà eu affaire à lui. Il pensait que Maître Philippe venait donc pour présenter ses condoléances, ce qu'il fait d'ailleurs, mais il demande bien sûr à voir l'enfant. Il arrive dans la pièce où l'enfant décédé repose sur son lit et il y a sa mère à ses côtés. Et s'adressant à la mère, il lui dit est-ce que tu me donnes ton enfant? La mère, elle comprend pas vraiment pourquoi il pose une telle question, mais instinctivement, elle va dire oui. Et à ce moment-là, Maître Philippe se penche vers le cadavre de l'enfant et lui dit Jean, je te rends ton âme. Et à ce moment-là, on voit la couleur cadavérique de l'enfant qui est en train de changer. Et il retrouve ses couleurs. Il ouvre les yeux. Rappelons-nous que cet enfant était mort. Il ouvre les yeux et il sourit à Maître Philippe. Et plus tard, ce fameux Jean Chapas, il va devenir le disciple préféré du maître. Hein. D'ailleurs, à son tour, il opérera des guérisons lorsque Maître Philippe lui passera la main, quoi, en quelque sorte, et il lui demandera d'exercer la fonction qu'il faisait jusqu'à présent. Alors en soignant des malades, il se met à dos la médecine, mais en ressuscitant des morts, il va se mettre à dos le clergé. Ah, le clergé, non, non, peut-être, mais surtout il va se mettre à dos. Il va se mettre à dos les docteurs, les médecins. D'ailleurs, qui vont lui intenter plusieurs procès. Alors, ce qu'il y a d'ailleurs d'assez amusant, c'est que il y a une grande partie du corps médical, parce que il y a les docteurs, mais il y a aussi les pharmaciens qui vont essayer de lui nuire, hein, parce qu'ils voient leur clientèle, le nombre de leur clientèle, enfin, on ne devrait pas parler de clientèle pour un médecin, mais de patients, ils voient le nombre des patients donc diminuer. Et ça ne leur plaît pas du tout. Mais à côté de cela, il y a quand même des médecins qui sont honnêtes, et lorsqu'ils se voient dans l'incapacité de guérir leurs patients, ils envoient leurs patients directement à Maître Philippe, hein, pour qu'il fasse le nécessaire. Alors, j'aimerais revenir aussi à un deuxième cas de résurrection, parce qu'il y en a un deuxième à tester. Là, il est appelé au chevet d'un jeune homme, le fils d'un épicier. Et ce fils d'épicier vient de décéder. Il est sur son lit de mort, donc pareil, là, les médecins, ils ont dressé ils ont constaté le décès, voilà. Et comme il a une telle réputation, Maître Philippe, l'épicier il ne veut pas en rester là. Il se dit, s'il y a une chance pour qu'il ramène à la vie mon fils, je veux qu'il attende, donc il fait appel à Maître Philippe. Et avant d'entrer dans la chambre où on repose le défunt, il a une conversation, Maître Philippe, avec l'épicier. Il sait bon, que l'épicier n'est pas très très riche, mais qui vend beaucoup de ses produits à ses clients à crédit. Il tient d'ailleurs un livre de compte dans lequel il note toutes les sommes qui lui sont dues. Et il demande Maître Philippe à l'épicier
est-ce que vous comptez vous faire rembourser de tout ce qu'on vous doit? Parce que forcément, c'était une clientèle qui était pauvre, hein, qui allait le voir. Et tout bien réfléchi, l'épicier lui dit non, non, après tout, peu importe si je suis payé. Et joignant le geste à la parole, il prend son grand cahier et le jette donc dans la cheminée, il le jette dans le feu. Et c'était effectivement ce qu'attendait Maître Philippe. Et en fonction donc de ce geste de générosité, il va voir après donc le défunt, il entre dans la chambre et on peut deviner aisément ce qui va se passer. Il ressuscite effectivement le jeune homme qui était mort. Voilà, donc on a deux cas de résurrection attestés. Il y en a peut-être eu d'autres, ça je les ignore, mais on a deux cas là. Le plus célèbre, bien sûr, c'est le cas de Georges Chapas. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Il guérit les malades, les infirmes, il ressuscite les morts. C'est vrai que là, on a l'impression qu'on est en présence de Jésus, hein, franchement. Tout à fait. Et en plus, il commande aux éléments. Alors là, c'est pareil. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Un jour qu'il était en train de parler avec Papus, alors Papus c'est un personnage très intéressant, il faudra qu'on en parle un de ces soirs aussi. Donc un jour qu'il est en conversation dans la cour justement du 35 rue Tête d'Or, avec Papus, il lui fait tomber la foudre à ses pieds, sur la demande de Papus. Voilà, donc il est capable de commander à la foudre, c'est complètement fou, mais voilà, ça a été constaté par les témoins. Et la foudre et puis également au vent, notamment lorsqu'il sera invité par le tsar de tous les Russies, Nicolas II. Ils sont à un moment donné sur un yacht et il y aura une tempête qui va se lever. Nicolas II lui demande à Maître Philippe, est-ce que vous pouvez faire cesser cette tempête? Effectivement, en l'espace de quelques secondes, la tempête s'arrête. Et une autre fois, là on est dans la résidence d'été du tsar, le tsar est en train de passer en revue ses troupes, et il y a un ouragan de sable qui se lève. Et un grand-duc qui est là demande à Maître Philippe, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Maître Philippe lève la main, et automatiquement la tempête, l'ouragan cesse. Alors ce qui est incroyable, c'est que comme témoin de cet événement, il y avait le docteur Lalande qui était le gendre, hein, qui aura épousé Victoire, qui était le gendre donc de Maître Philippe. Et il dit, le docteur Lalande, qu'on a pu voir les arbres rester courbés pendant quelques secondes après que le vent eut cessé. Et les arbres gardaient la forme pliée, et puis après ils s'étaient remis bien sûr droit, mais c'est comme si le temps s'était figé quelques secondes, c'était tout à fait étonnant. Alors il y a aussi cet épisode un soir d'été, ou une après-midi d'été plutôt, je crois. Et il avait invité des amis, Maître Philippe, au Colanda. Et ils étaient à l'extérieur et un des invités se plaignait de la chaleur. Il demandait à Maître Philippe est-ce qu'il ne serait pas possible de faire pleuvoir pour être un petit peu rafraîchi. Ce à quoi Maître Philippe lui a dit aujourd'hui on est dimanche, les gens, c'est le seul jour qu'ils ont pour profiter du soleil, pour se promener, etc. Je ne vais pas faire pleuvoir, mais par contre, allez, pour vous être agréable, il a fait pleuvoir juste sur une toute petite zone qui a adopté la forme d'un cercle tout autour d'eux. Et effectivement, ça a rafraîchi l'atmosphère. Ils se sont sentis très bien et en même temps, aucun des convives n'a été mouillé. Voilà. Et il y a encore aussi cette anecdote qui est aussi assez amusante, on peut dire. Alors, un jour, c'était la belle-mère de Maître Philippe qui reprochait donc à son gendre de ne pas rapporter d'argent. Alors ça, je trouvais ça un peu scandaleux qu'il guérisse tous ces gens sans leur demander le moindre sou. Et elle aurait aimé qu'ils leur prennent bien sûr des honoraires, etc. Maître Philippe n'a rien dit, mais on a vu les portes-fenêtres s'ouvrir toutes seules.
Et alors, j'ai oublié de préciser qu'il se trouvait au Clos Landard, dans cette fameuse très belle propriété qui appartenait à la famille Landard. Donc, les portes-fenêtres s'ouvrent, on voit le mobilier auquel tenait la belle-mère sortir tout seul, les chaises, les tables, les meubles, qui arrivent donc à l'extérieur. À ce moment-là, une pluie battante qui tombe dessus. La belle-mère était à la fois terrorisée par ce phénomène et très contrariée de voir la perte de ses meubles. Et finalement, les meubles sont rentrés tout seuls. Ils n'avaient pas une seule tâche. Ils n'avaient pas le moins du monde été abîmés par la pluie. Voilà. Et c'était une petite leçon que lui avait donné Maître Philippe, parce qu'il était également doué de pouvoir de télékinésie, hein, n'est-ce pas? Et c'est sûr qu'après, elle lui a foutu une paix royale. Voilà. Ah, c'était, comment dirais-je, oui, il avait, on va dire, un peu ce côté prétentin, parce que il a été aussi très tourmenté par l'État français. L'État français qui lui soupçonnait d'être un espion, étant donné qu'il était invité par les têtes couronnées d'Europe et tout, donc on soupçonnait qu'il c'était un espion à la sorte de l'étranger. Il a fait, à partir de ce moment-là, l'objet d'une surveillance policière de tous les instants. Il y avait même des policiers qui arrivaient au 35 rue Tête d'Or pour assister aux séances et tout. Enfin, son courrier était bien sûr intercepté, il était lu, il était mal remis dans les enveloppes, il savait qu'on lisait donc tout son courrier, il savait également qu'il était suivi dans la rue, donc ça commençait vraiment à l'indisposer. Et un jour même, on a décidé de le convoquer au commissariat, alors qu'il n'avait rien fait, c'était vraiment de la persécution. Hein. Alors, ce qui est amusant, c'est que le premier agent de police qui s'est présenté à son domicile, Maître Philippe a ouvert la porte, il a regardé, il n'a rien dit, mais d'un seul coup, le policier en question a été pris de colique, mais alors terrible, il a fallu qu'il aille courir dans un terrain vague pour se soulager. Après, on lui envoie un deuxième policier qui subit le même traitement. Donc, après, plus aucun agent de police du commissariat ne voulait aller chercher Maître Philippe. Donc, c'était assez amusant. C'était pas méchant, mais au moins, ça leur donnait une bonne leçon. Voilà. Quel pouvoir merveilleux. On en rêve tous. Juste celui-ci, au moins, tu vois. Ah oui, oui. Voilà, tout à fait. Alors, il y a aussi une autre anecdote aussi qui est assez plaisante. Un jour, dans les rues de Lyon, il rencontre deux gendarmes qui ont arrêté un déserteur. Et il leur dit, messieurs, allez, soyez gentils, libérez-le, hein, libérez-le. Et les gendarmes lui disent, vous plaisantez, cet homme-là, il va aller en prison, et puis c'est tout. Voyant qu'ils n'acceptent pas ces demandes, Maître Philippe leur montre un arbre. Aux gendarmes, il leur dit, voyez, votre prisonnier, il est là. Et on voit les deux gendarmes se précipiter sur l'arbre et l'entourer. Et ils sont restés comme ça, sur l'arbre, pendant 1 heure. Pendant ce temps, le prisonnier a eu le temps de s'échapper, on s'en doute. Et lorsqu'ils se sont réveillés, les gendarmes, ils ont fait l'objet vraiment de la risée des badauds qui regardaient le spectacle, médusés, voir ces deux gendarmes ceindre de leurs bras l'arbre. Et quand ils se sont rendus compte du tour que leur avait joué Maître Philippe, bon, on peut imaginer qu'ils se sont retrouvés vraiment comme des idiots. Hein, voilà. Donc, il était capable vraiment de pouvoirs phénoménaux, hein, Maître Philippe. D'ailleurs, là, le fait qu'il était capable d'inciter, c'est plus que d'inciter, donc de faire aux gens ce qu'il voulait, ça peut rappeler aussi un peu les pouvoirs d'un maître Jedi, là, hein, dans la guerre des étoiles. Alors, il faut savoir également que Maître Philippe, il était capable de lire dans les gens comme dans un livre ouvert. Et un individu en a fait l'expérience à ses dépens. C'était, on va dire, quelqu'un qui est une forte tête, on va dire. Et il était venu assister aux séances de Maître Philippe.
Et donc, il s'amusait à se moquer des gens en disant bon, c'est pas possible, vous pouvez pas croire à ça, etc. Maître Philippe se dirige vers lui à un moment donné, lui dit suivez-moi. Il l'emmène dans une petite pièce, donc loin du regard de la foule, et lui dit je sais exactement ce que vous avez fait tel jour à telle heure, vous avez étranglé une femme. Et c'était vrai. Et le gars, il s'est retrouvé vraiment dans une situation, il avait peur que Maître Philippe le dénonce, mais bon, Maître Philippe, c'est pas le genre de dénoncer, même un criminel, il ne l'aurait pas fait. Il lui a dit simplement demandez pardon à Dieu immédiatement et vous ne serez pas pris par la police. Et le gars en question, il s'est agenouillé, il a prié de toutes ses forces Dieu pour le pardonner de son crime, et après il est parti en pleurant. Voilà, voilà comment ça s'est passé. Donc Maître Philippe, il lisait dans les gens comme dans un livre ouvert. Il savait exactement tout ce qu'ils avaient fait. Voilà, on pouvait absolument rien lui cacher. Donc on a vu déjà tous les pouvoirs qu'il était capable d'exercer, hein, Maître Philippe, dans de guérisseur, dans de télékinésie, il pouvait commander aux éléments, il pouvait faire tout ce qu'il voulait en fait. Alors par contre, à côté de ça, il a également fait des expériences en alchimie, on le sait, et pas qu'en alchimie, il voulait mettre au point des remèdes pour guérir les gens naturellement. Il avait 3 laboratoires. Il en avait 2 à Lyon, un place Colbert, un autre 6 rue du Bœuf, et un autre laboratoire qui se trouvait près de sa maison au Clos Landard. Il y travaillait des nuits entières. Donc dans la journée, déjà, il s'épuisait à recevoir les gens, etc. Donc toutes les nuits, après, il travaillait dans ses laboratoires. Et il a mis au point une quantité de médicaments dont il n'a jamais tiré le moindre profit, parce qu'après il donnait les formules à ceux qui voulaient bien après les produire pour le bien des patients. Alors parmi ces produits, il y en a 3 vraiment que j'ai retenu qui retient notre attention. Il y a la fameuse héliosine. L'héliosine, c'était un médicament qu'il avait mis au point pour lutter contre la syphilis. Mais ça permettait également de ressourcer les malades, de leur redonner une activité, leur donner du tonus. Hein. L'héliosine, ça servait à ça. Il y avait aussi l'huile vipérine. L'huile vipérine, ça servait à guérir les cancers et les tumeurs, mais à leur début. Hein. Vraiment quand c'était au début. Et le troisième médicament que j'ai noté, c'est l'élixir rubatier, qui était un puissant dépuratif. Donc voilà, et en plus il travaillait à ça, mais ça ne lui suffisait pas, Maître Philippe. Il fallait toujours aussi qu'il œuvre pour le bien, ça a été ça toute sa vie. Donc c'était quelqu'un aussi qui était excessivement généreux. Il faut savoir qu'il payait le loyer de 52 familles qui étaient dans le besoin, qui n'étaient pas capables de payer leur loyer. Donc 52 loyers, ça représentait quand même une somme de 40 000 francs par an, ce qui pour l'époque était considérable. 40 000 francs de l'époque, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais c'est considérable. Alors bien sûr, c'était l'argent que lui avait apporté sa femme, hein, qui dilapidait ainsi, mais c'était plus fort que lui. Alors ce qu'il faisait également, il allait dans les faubourgs populeux de Lyon et distribuait des pièces d'argent aux orphelins, aux filles mères, à tous ceux qui en avaient besoin en fait. Hein. Et il y a aussi une anecdote là qu'il faut absolument aussi rappeler parce que c'est assez important. C'est un jour, il promenait le soir avec Alfred Haël, qui sera d'ailleurs de ces mémorialistes, enfin, qui rappellera bien sûr la vie de Maître Philippe. Et ils étaient sur le pont Morand à Lyon, et à un moment donné, il dit à son ami, Maître Philippe, attendez-moi là sur le pont. Et on voit Maître Philippe descendre un escalier pour rejoindre la berge près du Rhône. Et il s'avance ensuite vers 3 individus qui étaient en train de comploter, de préparer un mauvais coup en fait. Et Maître Philippe s'adresse à eux,
sans la moindre peur. Il leur dit, je sais ce que vous êtes en train de faire, enfin je sais ce que vous voulez faire comme larcin, et les autres, bon, ils commencent déjà à lui dire, mais qu'est-ce que vous nous voulez? Nous on est là, on se promet tranquillement, on ne fait rien de mal. Il leur dit, il parvient quand même à leur faire avouer leur projet criminel, d'ailleurs en désignant d'ailleurs celui qui parmi les trois a eu l'idée de ce projet. Alors là, ils sont estomaqués de voir qu'il est capable de lire en eux comme dans un livre ouvert, encore une fois. Et ils avouent effectivement leur projet criminel. Et ils disent, mais vous savez, nous on est dans la misère, on n'a pas le choix, on crève de faim, qu'est-ce qu'on peut faire? Maître Philippe leur dit, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Je vous retrouve à cet endroit précis demain soir. Effectivement, Maître Philippe les retrouve le soir susdit. Il leur remet une importante somme d'argent que lui-même a dû emprunter, d'ailleurs, sans doute auprès d'amis. Et il leur dit, voilà, cet argent, vous allez ouvrir un commerce. Je vous le donne, vous en faites bon usage, vous allez ouvrir un commerce et vous serez d'honnêtes commerçants. Effectivement, les 3 hommes vont ouvrir un commerce et grâce à cet argent, et ça sera sans doute les plus honnêtes commerçants qu'on ait jamais vus dans Lyon. Voilà. Ça, c'est encore, ben voilà, Maître Philippe, c'était ça. C'était une bonté de tous les instants. C'est un homme exceptionnel, vraiment exceptionnel, à tout point de vue. Alors, Maître Philippe, il aura aussi une vie un petit peu mondaine lorsqu'il va être appelé à la cour du tsar, Nicolas II. Il va faire d'abord un premier voyage, il est invité par l'aristocratie russe. Il y a 2 dames d'ailleurs qui sont venues le voir à Lyon. Elles ont appris son existence eh bien, par Papus, tout simplement, parce que Papus est déjà quelqu'un de connu en Russie. Il avait apporté en Russie d'ailleurs le martinisme. Hein, c'est lui le fondateur du martinisme, Papus. Et donc, elles viennent le voir et puis elles sont vraiment emballées par cet homme. Et après, c'est aussi le grand-duc Vladimir qui va le convaincre de passer un séjour en Russie. Il va y rester, je crois, 1 ou 2 mois. Hein. Et c'est en 1900. Et après, sa réputation est telle qu'en Russie même, que le tsar et la tsarine veulent le rencontrer. Or, ils comptent faire un voyage, le tsar et la tsarine, à Compiègne. Ils vont le recevoir. Et donc, alors là, il y a aussi une anecdote là qu'il faut rappeler, c'est que avant qu'il puisse rencontrer le tsar et la tsarine à Compiègne, il y a un officier de police russe qui voit donc Maître Philippe avant qu'il pénètre après dans la pièce pour s'assurer bon, qu'il n'y a pas de danger pour le tsar et la tsarine. Enfin, c'est déjà le service d'ordre de l'époque, voilà. Alors, l'officier russe, il remarque une chose. Bon, d'abord, pour lui, l'aspect de Maître Philippe, il le compare à un instituteur endimanché, enfin quelqu'un qui a l'air d'un petit bourgeois, mais vraiment avec un costume très simple, sombre, et puis bon, rien de particulier. Mais il y a une chose qui le marque en regardant Maître Philippe, ce sont ses yeux. Ses yeux qui étaient d'un bleu perçant incroyable. Or, Maître Philippe n'avait pas les yeux bleus. Maître Philippe, il avait les yeux marrons. Mais c'était l'une de ses particularités, et ça, il ne pouvait pas le cacher, le dissimuler. C'est un signe qui le trahissait. C'est que parfois, ses yeux, qui étaient marrons hein, au départ, arrivaient à adopter une couleur d'un bleu clair, mais à transpercer les gens. Hein. C'était incroyable, incroyable. Et ça, c'était une de ses caractéristiques physiques, donc il ne pouvait pas dissimuler. Donc, Maître Philippe, après avoir rencontré le tsar et la tsarine, ces derniers l'invitent, bien sûr, à nouveau à venir passer un séjour en Russie. Il lui prépare d'ailleurs toute une maison dans leur résidence d'été. Il est accueilli vraiment comme un hôte de marque. Et Maître Philippe, il va rester un certain moment d'ailleurs avec eux. Il va même devenir le conseiller privé du tsar. Le tsar va lui donner officiellement le titre de conseiller. Il va même lui donner le grade de général, voilà. Et il en arrive à un point, le tsar, qui peut même plus prendre de décision sans demander son avis à Maître Philippe.
Et Maître Philippe, c'était quelqu'un de bon conseil, ça c'est évident. Et c'est dommage d'ailleurs que Maître Philippe ne soit pas resté auprès du tsar, parce que sans doute que la révolution de 1916 n'aurait jamais eu lieu en Russie, ça c'est clair. Parce qu'après, on sait ce qui s'est passé lorsque Maître Philippe est parti, c'est Rasputin qui est arrivé. Et là, c'est autre chose. Autant Maître Philippe était un saint, autant Rasputin, c'était un véritable diable, un véritable démon. Donc, le temps qui reste auprès du tsar et de la tsarine, Maître Philippe va aussi opérer des guérisons parmi l'aristocratie russe, etc. Il y a l'Église orthodoxe qui commence à prendre ombrage de la présence de ce Français. Elle trouve que c'est inadmissible qu'un étranger puisse dicter sa conduite au tsar. Donc il y a déjà des complots qui sont ourdis contre le maître Philippe. Les aristocrates aussi, certains font partie de ce complot, si bien qu'il y a une telle pression qui s'exerce sur le tsar que le tsar il est forcé de se débarrasser de maître Philippe, de lui dire de retourner en France. Voilà, à son corps défendant, parce que c'est sûr qu'il aurait aimé le garder. Et avant de partir, maître Philippe va quand même lui donner une sorte de petite prophétie qui va se réaliser. Il va lui dire, vous aurez un fils. Alors, le couple impérial qui attendait un fils désespérément, parce qu'il n'avait que des filles jusqu'à présent, effectivement, ils vont avoir donc un fils. Lazare va mettre au monde un fils d'une façon tout à fait inespérée, et c'est ce que leur avait prédit maître Philippe. Alors, ce que j'aimerais aussi préciser, c'est que pendant son séjour en Russie, le tsar avait voulu que lui soit accordé le titre de docteur, de médecin à maître Philippe, ce qu'il n'avait pas pu avoir en France. D'ailleurs, le tsar il avait demandé aux autorités françaises qu'on lui délivre le diplôme de docteur, mais en France, ils n'avaient rien voulu savoir. Pour eux, il fallait qu'il passe ses examens, il fallait qu'il fasse... Bon, bref. Donc, le tsar demande pareil en Russie, demande à ce qu'on lui accorde le diplôme de docteur. Alors, les professeurs en médecine répondent aux tsar, on est d'accord, mais on veut quand même lui faire passer un petit examen, d'accord. Donc, il se présente, maître Philippe, devant quelques professeurs voilà, de médecine de la Russie. Et c'est lui qui prend la parole d'emblée et leur dit, voilà, dans l'hôpital de Saint-Pétersbourg, je veux que vous me donniez 6 numéros de lit. Et puis je vais vous dire ce qu'ont les patients. Alors, il ne sait pas bien sûr quels sont les numéros qui vont être choisis. On lui sort 6 numéros et il décrit précisément les maux dont sont atteints les patients qui se trouvent dans ces lits. Non seulement il décrit avec exactitude les maladies qu'ils ont, mais après avoir émis son diagnostic, il leur dit maintenant ils sont guéris, instantanément. Effectivement, ils sont allés contrôler, tous les patients des lits dont on avait donné le numéro à maître Philippe étaient parfaitement guéris, c'était fini pour eux. Voilà. Donc encore un miracle de ce thaumaturge opéré donc, par maître Philippe. Et c'est sûr que le tsar et la tsarine ont toujours gardé leur profonde amitié pour maître Philippe. Ils ont toujours gardé quand même un contact avec lui, même si ce n'était qu'un contact épistolaire. Ils lui auront fait don notamment d'une magnifique voiture, du Serpollet. À l'époque, c'était une voiture qui coûtait excessivement cher. Ils lui auront fait aussi 2 magnifiques chiens, 2 grands lévriers russes, des Barzog. Il aurait eu donc ces magnifiques chiens à ses côtés. Et puis par contre, va arriver un grand malheur à maître Philippe, c'est que sa fille Victoire va décéder. Elle va décéder en 1904. Alors n'oublions pas ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'elle est née le 11 novembre. Le 11 novembre, bien sûr, ça va parler à beaucoup de monde, puisque le 11 novembre, c'est la date de l'armistice, n'est-ce pas, de la guerre de 14-18. Et en fait, donc sa fille, qui s'appelle Victoire, comme par hasard, elle va tomber gravement malade et elle va mourir. Et maître Philippe ne pourra rien faire. Il dira à ses amis, d'ailleurs, la mort de ma fille, c'est comme si j'avais été crucifié vivant. C'est quelque chose qu'il ne supportera pas. D'ailleurs, il va mourir moins d'1 an après elle, d'épuisement, à l'âge de 56 ans.
Et il a expliqué d'ailleurs pourquoi sa fille était morte. En fait, il disait que c'était un sacrifice consenti pour reculer l'échéance de la Première Guerre mondiale. Parce qu'elle est morte en 1904, la Première Guerre mondiale a commencé en 1914. Mais si sa fille n'était pas morte en 1904, la guerre aurait eu lieu de suite, justement, à cette fameuse année 1904. Donc, c'était un sacrifice consenti pour reculer les chances de cette guerre. Donc, il savait qu'elle devait mourir, et il le savait, et il n'a rien pu faire, et par contre, moralement, ça l'a complètement anéanti. Moralement et physiquement, puisqu'il est mort après, donc en 1905, le 12 août 1905, on a entendu un cri provenant de sa chambre. Il était à cette époque au Clos Landard. D'ailleurs, il ne quittait plus après le Clos Landard. Et il ne pouvait même plus d'ailleurs se coucher dans son lit. Il souffrait trop. Il était toujours assis dans un grand fauteuil. Et donc, ce fameux 2 août, sa belle-mère entend un cri déchirant venant de sa chambre. Elle ouvre la porte, elle le voit effondré sur le sol, avec du sang qui lui coule du nez et des oreilles. Voilà, Maître Philippe est mort, il est décédé. Et Maître Philippe, il avait dit par contre, il a fait une autre prophétie, il avait dit qu'il devait revenir à notre époque. Alors s'il est revenu, il est peut-être qu'un enfant, hein, mais voilà, c'était vraiment un grand, grand bonhomme. Alors, Pascal, oui, juste pour revenir sur la mort de Maître Philippe, c'est vrai que avoir le pouvoir d'un démiurge et ne pas être capable de sauver ses propres enfants, parce qu'en définitive, il a perdu ses 2 enfants, c'est presque une malédiction des plus terribles. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que si on regarde le cas des guérisseurs en général, un guérisseur n'est pas capable de guérir les membres de sa propre famille. Et pour quelle raison? C'est comme si ça leur était interdit. Ouais. Voilà. Donc, Maître Philippe, en ce sens, il rejoint également donc ces guérisseurs à qui on interdit, ils n'ont pas la possibilité de le faire, c'est pas possible. Voilà. Et en plus, Maître Philippe, il le savait, parce qu'il connaissait aussi bien le passé que le présent, l'avenir, il savait tout. Il savait déjà le destin de sa fille, il savait qu'elle devait mourir à telle date. Lui-même, d'ailleurs, il avait annoncé sa propre mort, il savait exactement quand est-ce qu'il allait mourir. Il avait la connaissance de tout, hein, c'était faramineux. Mais c'est sûr que ça a été déchirant pour lui de voir que ce destin s'accomplir sans qu'il ne puisse rien faire. Voilà. Pour lui, ça a été dramatique. Alors oui, c'est ça aussi, j'ai oublié de préciser, c'est qu'il avait quelque part aussi la science infuse. C'est-à-dire que Maître Philippe, il était aussi bien, lui qui n'était pas diplômé pourtant, hein, il était aussi bien capable de rappeler des vieux arrêts à des juristes, hein, que indiquer à un botaniste l'emplacement d'une plante rare. Il pouvait aussi indiquer un dispositif à un physicien. Dans toutes les matières, il avait réponse à tout. Il avait la science infuse, il savait tout sur tout. C'était incroyable, tout à fait incroyable. Pascal, donc tu disais que au moment de mourir, il a fait une prophétie comme quoi il reviendrait, c'est ça? Oui. Et il y en a eu plusieurs, effectivement, des guérisseurs depuis. Il y a eu un Allemand, Bruno Gröning, qui est né en 1906. Alors, est-ce que c'était la réincarnation de Maître Philippe, lui? Non, je pense pas. Non. Alors, je pense que il avait dit, Maître Philippe, qu'il devait revenir à notre époque, là. C'est celle dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, je pense que si il est déjà revenu, à mon avis, c'est encore qu'un enfant. D'accord. On ne le connaît pas encore. Il n'est pas encore cet être exceptionnel que l'on doit découvrir. Parce que t'en as un autre aussi guérisseur, mais du coup il est trop vieux par rapport à ce que tu viens de dire. C'est un Brésilien qui s'appelle João Teixeira de Faria, João de Jesus. Non, tu t'en as entendu parler de lui? Oui, mais bon, je ne sais pas énormément de choses hein, sur lui. Mais par contre, pour moi, ça ne peut pas être lui. Parce qu'en plus, Maître Philippe doit revenir en France
pour lui, la France, c'était le pays vraiment de prédilection. C'était d'ailleurs, c'est depuis la France qu'il avait dit que devait repartir le renouveau. Hein, on doit reconnaître quelque chose de magnifique, hein, mais même si on ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais il doit y avoir un mouvement de liberté, de tout ce qu'on veut, qui va éclairer le monde, une lumière qui va éclairer le monde, et ça partira de la France. Voilà. C'est pour ça, pour lui, la France, c'était le pays le plus beau, le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. Et c'est pour ça qu'il doit se réincarner en France. Hein, voilà. Ok. Alors, ce que j'aimerais aussi quand même rappeler, c'est quelques paroles de Maître Philippe qui sont très intéressantes. Parce que, bon, Maître Philippe n'a rien écrit. Hein, c'est un peu comme ces druides, comme du temps des Celtes, il n'écrivait rien, tout était dans la tête, et puis il parlait par contre. Heureusement, il avait des amis qui gravitaient autour de lui, qui ont noté ces paroles, parce qu'il n'aurait pas fallu qu'elles se perdent, ces paroles, elles sont trop admirables. Alors je vais en citer quelques-unes, je pense qu'on a le temps là pour lire quelques-unes de ces paroles. Alors, il a dit notamment, l'homme a été créé tel qu'il est, ce n'est pas un animal évolué. Alors ça, c'est déjà une phrase qui est lourde de conséquences. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas un produit de l'évolution animale. Là, Darwin, il a tout faux. Donc, d'après Maître Philippe, on a vraiment été créé. Là, ça rejoint les thèses néo-évéméristes. Ah oui, quelque part, oui. Enfin bon, toujours est-il que, bon, voilà. Pour lui, on a été créé tel que nous sommes. Alors, il a également dit, Dieu est partout, il est devant, derrière et à côté de nous, et nous ne le voyons pas. Lui nous voit. Aussi ne faut-il jamais dire Dieu m'abandonne. Nous pouvons nous éloigner de lui, mais Dieu est toujours avec nous. Lorsque nous disons Dieu m'abandonne, nous insultons Dieu qui est notre Père, qui pourvoit à tous les besoins de notre existence. Il a pourvu à tout. Il a tracé le chemin que nous avons à faire et a mis sur notre route tout ce qui nous est utile. Telle est sa bonté infinie, tout ce qu'il a fait est parfait. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Ben, ça veut dire que pour chaque individu, un destin est écrit d'avance quelque part. Donc, là aussi, cette phrase elle est lourde de conséquences. Hein. Ça veut dire que quelque part, on fait tous partie d'un gigantesque plan divin. Et pour chaque individu, on a des expériences à vivre qui doivent nous permettre d'évoluer, etc. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Ensuite, il dit également, aucune religion ne sauve si on aime son prochain comme soi-même. Il n'y a aucun rapprochement possible entre Jésus et les autres. Orphée, Krishna, absolument rien de commun. C'est-à-dire que pour Maître Philippe, le Fils de Dieu, il n'y en a eu qu'un, c'était Jésus. Voilà, c'était vraiment l'être exceptionnel que l'on entendait. Après, il dit également, il vaut mieux rester dans cette existence-ci le plus longtemps possible. Une minute est précieuse, ce qui est supprimé sera à refaire. Celui qui se suicide pour mettre fin à ses malheurs se trompe, car il lui faudra revenir expier sa faute et remplacer le temps abrégé. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit, Maître Philippe? Il nous dit qu'il faut qu'on accomplisse notre destin sur Terre. Ouais, on est là pour subir, enfin pour subir, pour suivre un chemin sur lequel sera placé des épreuves, etc. Et on n'a pas le choix. Il faut assumer ça. Il faut, même si ça nous paraît dur la vie, parce que de toute façon, il y a la réincarnation. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas compris, on va revenir sur Terre. Pour lui, d'ailleurs, il en parle de la réincarnation. Il dit d'ailleurs, notre esprit a déjà des milliers d'existences successives. Les peines, les souffrances que nous avons sont des dettes que nous avons contractées dans des existences antérieures. La véritable résurrection de la chair est la seule, c'est la réincarnation. Cela explique tout. Voilà, donc il nous le dit carrément, Maître Philippe. La réincarnation, c'est quelque chose qui existe. Donc il y a un plan divin en plus. Donc on est là pour suivre notre destin et il faut tout assumer. Voilà. Voilà, alors il a également dit des choses très très importantes pour les animaux.
Il a dit, Maître Philippe, qu'il ne faut jamais tuer les animaux, pas plus les animaux réputés dangereux que les autres. Je plains celui qui ferait du mal à un animal, car pensez-vous que cet animal n'est pas aussi animé par autre chose que par la matière? C'est-à-dire que pour Maître Philippe, les animaux, ils ont une âme, comme nous, c'est pareil. Ce sont des êtres qu'il faut absolument respecter. Voilà, donc, tout ce qu'il a dit, ce sont des choses très très importantes. Et je vais finir par une dernière citation. Maître Philippe a dit, j'étais à la création, je serai à la fin. Je suis le plus vieux de vous tous. C'est-à-dire que Maître Philippe, c'est sans doute l'une des plus vieilles âmes qui a été créée par Dieu. Voilà, donc là on comprend pourquoi il avait tous ces pouvoirs. Parce que si c'était la plus vieille âme de cette terre, il a eu de tels parcours que forcément après il a acquis d'énormes pouvoirs et voilà, c'est pour ça qu'il est devenu, j'allais dire, pratiquement l'équivalent du Christ, pas tout à fait, mais pas loin. D'ailleurs, il appelait Jésus son ami. Voilà. Alors, Pascal, moi, ce qui m'étonne quand j'écoute ce récit de Maître Philippe, j'ai vraiment l'impression d'entendre un conte de science-fiction, voilà, une épopée avec des maîtres Jedi, tel que tu l'as évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que tous ces pouvoirs qu'il a, c'est tout simplement incroyable. Et s'il n'y avait pas tous ces témoignages qui sont quasi contemporains, hein, on n'est plus très très loin de ces témoignages-là, on peut presque les toucher du doigt, c'est vrai que ce serait difficilement croyable. Alors la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, à ta connaissance, la science arrive à expliquer un certain nombre de ces miracles qu'il a pu procéder? Non. Ah non, non, non. La science est incapable, encore de nos jours, d'expliquer quoi que ce soit. Si c'était un thaumaturge, donc un homme qui réalisait des miracles, et ça, dans l'acception du terme, on ne peut pas faire mieux. Hein, voilà, il accomplissait des miracles qui sont inexplicables encore aujourd'hui. On ne peut rien expliquer, que ce soit les guérisons, quand tu vois une jambe qui en 10 secondes va récupérer des centimètres, comment veux-tu l'expliquer? C'est pas possible. C'est pas possible. Le fait qu'il commandait aux éléments, le fait qu'il... voilà. Il avait des dons extraordinaires. Mais par contre, il précisait bien toujours, au niveau des guérisons, que ce n'était pas lui qui guérissait. Il faisait une demande auprès de son ami, auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui opérait le miracle. C'est ce qu'il disait. Mmh. Oui, il se prenait, il se considérait comme un canal des pouvoirs voilà. du Christ. Fait, oui. Mais ça allait à une allure folle. Hein. Ça allait à une vitesse folle, les guérisons. Alors, à l'espace de quelques secondes, c'était fait. Ah oui, et puis sans même toucher les gens, juste... Il n'avait pas besoin de les toucher, rien du tout. Il disait c'est fait, il est guéri, c'est bon. Ce qui est étonnant, voilà, c'est tout à l'heure, en le comparant au Christ, tu disais qu'il était un petit peu en dessous du Christ, mais quand tu compares dans la Bible les miracles qu'a fait le Christ, finalement, ils ont fait l'un et l'autre autant de miracles, et je dirais même plus. J'ai le sentiment que les miracles réalisés par Maître Philippe sont plus documentés que ceux du Christ. Oui, bah oui, parce que les miracles opérés par Maître Philippe, ils avaient des témoins. Des témoins, et ça remonte pas à une époque si lointaine que ça. On est quand même dans la deuxième partie du XIXe siècle, jusqu'au début du XXe. Donc, les gens qui gravitaient autour de lui, parmi eux, il y avait bien sûr des amis de Maître Philippe, hein, qui sont devenus non seulement ses amis, mais ses disciples, qui ont assisté au miracle, qui ont témoigné, certains qui ont écrit aussi des livres. Il y a d'ailleurs parmi les meilleurs ouvrages que j'ai pu lire hein, sur le sujet, c'est celui de Philippe Ancos. Philippe Ancos, qui était le fils de Papus, qui était lui-même médecin d'ailleurs, hein, Philippe Ancos. Alors d'ailleurs, Papus, il a baptisé son fils, bien sûr, avec le prénom de Philippe, en hommage bien sûr à Maître Philippe. Et Philippe Ancos, il a fait un travail extraordinaire hein, sur Maître Philippe. Il y a aussi Alpha aussi qui a écrit sur Maître Philippe. Et on a aussi, tiens, ça je pourrais le dire aussi,
J'ai trouvé cette phrase magnifique, une phrase de Paul Sédir. Alors Paul Sédir, de son vrai nom, il s'appelait Yvon Leloup en fait. Et donc Paul Sédir, c'était aussi un personnage assez extraordinaire. Et voilà ce qu'il dit sur Maître Philippe, Paul Sédir. Il dit: des rabbins m'ont communiqué des manuscrits inconnus. Des alchimistes m'ont admis dans leur laboratoire. Des soufis, des bouddhistes, des taoïstes m'ont amené pendant de longues veilles dans les séjours de leurs dieux. Un brahmane m'a laissé copier ces tables de mantrame. Un yogi m'a donné les secrets de contemplation. Mais un soir, après une certaine rencontre, il parlait de la rencontre avec Maître Philippe, tout ce que ces hommes admirables m'avaient appris est devenu pour moi comme la vapeur légère qui monte au crépuscule de la terre surchauffée. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait pu apprendre à ces gens-là, c'était rien par rapport avec ce qu'il avait appris avec le Maître Philippe. Voilà, donc la rencontre de Maître Philippe, avec Maître Philippe, c'était quelque chose de tellement phénoménal, même Papus, qui était médecin aussi de son état, Papus, bon j'en parlerai sans doute dans une autre émission, Papus il s'était intéressé à énormément de choses, c'était un mage, c'était euh, même un nécromancien et tout, enfin, il touché vraiment à tout Papus. Hein. Mais il s'est aperçu au contact après avec Maître Philippe que tout ce qu'il savait, même la magie qu'il pratiquait, ce n'était absolument rien par rapport à ce que pouvait lui enseigner après Maître Philippe. Maître Philippe, là, il avait devant lui pratiquement un dieu, quoi. Donc, tout ce qu'il avait pu après apprendre dans sa vie, qui a continué à lui servir, bien sûr, mais après, ça passait, comme pour le dire, en second plan. Pour eux, pour ces hommes-là, une fois qu'ils avaient rencontré Maître Philippe, pour eux, ils avaient trouvé enfin un maître, vraiment quelqu'un qui leur apportait toutes les réponses à tout. Et cet homme-là, c'était Maître Philippe. Il y a eu, bon, à part Jésus-Christ, bien sûr, mais il n'y a eu vraiment qu'un seul Maître Philippe. Après, dans l'histoire, on ne trouve pas un personnage similaire. Et ce qui est surprenant, du coup, c'est qu'il n'y ait pas eu de religion, hein, de mouvement sectaire qui soit créé autour de Maître Philippe. Ah non, non, parce que absolument là, pas. Non, non. C'était facile de l'adorer tel un dieu. Ah mais tout à fait, mais de toute façon, Maître Philippe n'aurait jamais voulu ça. Maître Philippe disait: je suis le plus petit d'entre vous. C'est pour dire l'humilité de Maître Philippe. Il disait: je suis le plus petit d'entre vous. Et une fois d'ailleurs, il avait dit à une baronne, ça c'est encore une petite anecdote amusante, une baronne qui était venue le voir, elle était complètement infirme, elle marchait avec ses béquilles depuis des années, elle n'en pouvait plus. Et donc, il a guéri naturellement. Et il lui avait, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Ah oui, il lui avait dit: je vaux moins que toi, et pourtant toi tu ne vaux pas grand-chose. Je lui avais dit. Et oui. Donc non, mais c'est toujours son humour avec voilà. Non mais Maître Philippe, c'était un être admirable, vraiment admirable, à tout point de vue. Hein. Il y a eu qu'un Maître Philippe. Alors par contre, alors ça je sais pas, faudrait faire peut-être des recherches là-dessus, mais il paraîtrait que les gens qui vont se recueillir sur la tombe de Maître Philippe arrivent encore à obtenir des guérisons miraculeuses. Bon, mais ça, bon, il faudrait faire des études pour voir combien de personnes ont vraiment été exaucées dans leurs souhaits de guérison, etc. Il faudrait, voilà. Mais toujours est-il que la tombe de Maître Philippe, qui se trouve bien sûr au cimetière de Lyon, là, elle est toujours fleurie en permanence et elle est toujours entretenue. Il y a toujours des gens qui vont se recueillir sur sa tombe aujourd'hui encore. Par contre, au 35 rue de Tête d'Or, là où ils ont opéré les guérisons miraculeuses, j'ai appris que le bâtiment avait été complètement rasé. Et je crois qu'ils ont fait un parking maintenant à la place. C'est assez lamentable parce que quand on voit le personnage qui a été Maître Philippe, moi, je pense que la commune aurait pu acheter le bâtiment et en faire un musée dédié à Maître Philippe. Hein. Toutes ces demeures où Maître Philippe a vécu, il ne lui a plus rien resté. C'est un peu comme si, quelque part, on voulait effacer sa mémoire. Je trouve ça malheureux. Bon, la tombe, ils ne peuvent pas y toucher, ça c'est clair.
Mais à part ça, les bâtiments, eux, ils sont les uns détruits, un autre en passe de devenir une ruine. Donc c'est quand même malheureux de voir qu'il n'y a aucune volonté là pour essayer de sauvegarder tout ça. Et oui. D'accord. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il n'y aurait pas une société secrète qui se serait quand même créée après la mort de Maître Philippe, autour de Maître Philippe, et qui serait à Lyon? Non, non. Et il y a eu des ésotéristes, bien sûr, qui ont gravité autour de Maître Philippe. Mais après, il y a eu... non, non, personne n'a songé à créer de sectes ou des choses comme ça, bien sûr que non. Parce que là, je viens de lire que, par exemple, l'un des sceaux du martinisme serait un 6 points en cercle avec le sigle SIMP, supérieur inconnu Maître Philippe. Oui, non, mais ça, le martinisme, comme je l'ai expliqué, c'est pas plus qu'il a créé le martinisme. Alors, bien sûr, il y a aussi, je sais, des médailles qui ont été faites en souvenir de Maître Philippe, des médailles qui sont censées porter bonheur, je ne sais quoi. Oui, c'est-à-dire que l'héritage, on va dire, de Maître Philippe est toujours présent hein, parmi nous, parmi surtout tous ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme, etc., bien sûr. Mais par contre, non, il n'y a pas eu de mouvement sectaire qui se soit créé après le décès de Maître Philippe, pas du tout, non, non. De toute façon, il était à l'opposé de tout ça, Maître Philippe. Donc, tous ceux qui veulent respecter sa mémoire, ils ne vont pas se lancer à essayer de créer des choses de ce type pour faire de l'argent ou je ne sais quoi. Non, non, ça, c'est pas possible. D'accord. Et finalement, après son décès, qu'est devenu son disciple, ou même ses disciples, s'il en avait plusieurs, comme Jean, par exemple? Ah ben de toute façon, ses disciples, on les connaissait. C'était des gens comme Paul Sédir, comme Papus, comme le docteur Lalande, comme Jean Chapas aussi. Jean Chapas, on sait que il a continué un peu l'œuvre de Maître Philippe parce que lui aussi, il a intercédé auprès de Jésus et de Dieu pour obtenir des guérisons. Il a opéré des guérisons après Maître Philippe. Hein. Il a fait ça pendant plusieurs années. On sait aussi qu'il a continué à payer des loyers. Maître Philippe avait dû lui laisser suffisamment d'argent pour qu'il puisse continuer ces œuvres-là de charité. Hein. Et après, Donc c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et tu as vraiment bien fait de vouloir nous le présenter, hein, pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas encore son œuvre. C'est vraiment quelqu'un d'incontournable. Et par contre, tu aurais donc un scoop à nous donner sur un événement qui va se passer autour de Maître Philippe dans quelques jours. ça, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le dire dès le début, parce que c'est très très important. Je vais participer le 18 juillet, hein, c'est dans pas longtemps, hein, à un concile gnostique. Ce concile gnostique, ça sera le deuxième depuis le premier concile cathare qui a eu lieu en 1167. Donc 850 ans après le premier concile cathare, va avoir lieu un concile gnostique qui va réunir les, les chefs de toutes les églises gnostiques du monde entier. Donc c'est quelque chose de très important. C'est la première fois que ça arrive depuis 850 ans. Hein. Et ça, c'est sous l'égide de la Haute Église libérale indépendante orthodoxe syriaque, qui est une église gnostique qui chapeaute déjà à peu près une douzaine d'églises, une cinquantaine de communautés de gnostiques. Donc, ce sont des gens qui s'intéressent bien sûr au Qatar, à l'alchimie, etc. Ce sont vraiment des gens qui ont le savoir, qui ont la gnose en eux, qui ont la connaissance, etc. Ce sont je crois qu'il y en aura à peu près 70 qui viendront du monde entier hein, pour ce concile. Moi, je suis le seul non initié à être accepté à ce concile, donc je serai là en tant que visiteur. Hein. Et ce concile va se dérouler sur 3 jours. Bon, je n'assisterai moi qu'à la première journée, mais la troisième journée, ils vont procéder au procès en canonisation de Maître Philippe. C'est-à-dire qu'ils vont canoniser Maître Philippe de Lyon. Ça sera un des actes majeurs de ce concile. Voilà.
Donc ça, c'est, là je te le dis, c'est un scoop. Il n'y a que moi qui peux te le dire parce que je le sais en avance et voilà. Donc je pense que les auditeurs seront contents d'apprendre, pour ceux qui se passionnent de Maître Philippe, que enfin on va canoniser quelqu'un qui le mérite là, et c'est Maître Philippe et c'est l'Église gnostique qui va faire ça. Voilà. C'est incroyable. Alors, pour ceux qui sont pour ceux qui sont un peu incultes, pour moi, comme moi, on va dire, pour moi, la canonisation, ce n'était que l'œuvre des catholiques. En fait, non, c'est chaque église peut canoniser. Oui, mais ce qu'il faut voir également, c'est que l'Église, bon, je parlais de la haute Église libérale indépendante orthodoxe syriaque, qui avait un autre nom avant. Hein, euh, on retrouve dedans des filiations rosicruciennes également, mais et orthodoxes aussi. Il faut savoir que la succession de cette Église remonte à Pierre, à l'apôtre Pierre. Hein, donc, mais par une autre voie. Hein. Alors, il y a eu bien sûr l'Église catholique qui se dit donc descendre de l'apôtre Pierre, mais on a d'autres églises, mais là c'est l'Église gnostique. Hein, voilà. L'Église gnostique, elle a des racines qui sont aussi vieilles que l'Église catholique, hein, sans problème. Ils ont une succession légitime. On peut retrouver tout le déroulement. Hein, on voit tous les gens qui ont passé leur succession, hein, les uns après les autres, et on arrive jusqu'à cette église-là, qui a pris ce nom c'est récent, je crois que c'est en 2016, mais elle réunit aussi bien des Rosicruciens que des Templiers, que voilà. Hein, ce sont des gens, de toute façon, qui ont un point commun, ce sont des gnostiques. Donc, alors, c'est vrai, on pourrait dire quelques mots sur la gnose, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La gnose, en fait, c'est la connaissance, mais avec un grand C, la connaissance du divin. Et, euh, et la gnose, c'est quelque chose que l'on porte en soi. D'ailleurs, ça nous ramène aussi à cette fameuse phrase que l'on trouve sur le frontispice du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. Hein, c'est ça la gnose. Hein. C'est presque une approche, comment dire, presque, c'est pas vraiment le bon terme, je vais dire, mais presque une approche presque scientifique de la divinité. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une croyance qu'on va adopter telle quelle. Non, non, il y a un raisonnement derrière, mais c'est même au-delà d'un raisonnement. C'est une intelligence aussi du cœur. On ressent que Dieu en nous. Euh, les gnostiques, ça, qui sont tous les fils de Dieu. Hein, d'ailleurs, Jésus nous a appris de notre Père. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes tous les enfants de Dieu. Voilà. Et ils savent aussi que le but à atteindre, c'est arriver à faire ce qu'a fait Jésus, c'est-à-dire il est devenu un homme Dieu, hein, euh, grâce à cette, comment dirais-je, à cette apothéose qu'il a réalisée. Hein, mais Magali en avait très bien parlé avec le Saint-Suaire. Donc les gnostiques, ils sont dans cette approche-là. Ils sont dans une, comment on appelle ça en grec, théosis, hein, donc une déification de l'être humain. C'est-à-dire que Jésus nous a montré le chemin et à nous de suivre son exemple. Hein, voilà, d'arriver à cette divinité, hein, qui attend normalement chaque être humain. Alors bien sûr, le parcours est très difficile, ce n'est pas donné au commun des mortels, ça c'est clair. Donc on peut voir ça de l'extérieur comme quelque chose d'assez élitiste, hein, quelque part, les gnostiques, la gnose qui les anime. Mais d'ailleurs, il faut bien se rendre compte que cette église n'est absolument pas prosélyte, ils ne vont pas chercher à faire des adeptes, parce que de toute façon, ne veut pas rentrer dans cette église n'importe qui. Quelqu'un qui n'a pas la gnose en lui, il ne peut pas entrer dans ce genre d'église, c'est pas possible. Donc il faut déjà des êtres élevés, très élevés,
pour pouvoir accéder à ce genre d'église. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'église catholique, ça c'est clair. Hein. Il y a un monde qui les sépare. Mais en même temps, c'est une église qui se réclame du christianisme primitif, du christianisme des origines, hein, qui suit vraiment l'enseignement de Jésus. Voilà. Et puis, alors, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur la gnose, il y a les fameux manuscrits de Nag Hammadi, hein, qui ont été retrouvés hein, en 1949 ou 1947, je ne sais plus la date. Ben voilà, donc là, on va trouver des évangiles apocryphes, on va se référer à l'évangile de Saint Philippe, à l'évangile de Thomas aussi, où il y a des choses qui sont admirables, qui sont dites dans ces évangiles. Là, on saisit toute la substance de la science gnostique, là, c'est merveilleux. Voilà. Bon, je ne veux pas non plus paraître leur faire de la publicité, naturellement. Hein. C'est pas mon rôle. D'ailleurs, moi, je vais assister à ça en tant que spectateur. Hein. Voilà. Moi-même, je fais partie de cette église, mais ça, c'est pour des raisons personnelles, parce que moi, je veux être entièrement libre, je ne veux faire partie de rien. C'est pas compliqué. Je veux rester un chercheur indépendant. Voilà. Ça, c'est mon truc. Voilà. Donc, par contre, j'avoue, j'ai quand même des affinités avec ces gens-là, parce que quand on voit l'amour christique qui les anime, on se dit, mais je retrouve un peu en eux les cathares du Moyen-Âge. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est vrai que les cathares, c'est aussi un sujet sur lequel les gens devraient se pencher, parce que ils ont apporté tellement les cathares aussi au Moyen-Âge, une telle avancée au niveau de la connaissance de Dieu, etc. C'était merveilleux le mouvement, le catharisme, et malheureusement ils ont été exterminés jusqu'au dernier. Et alors, moi, bon, de toute façon, là, c'est un aparté qui est un peu long peut-être, mais tout ça pour signaler surtout que l'événement qui sera important, ça sera la canonisation de Maître Philippe de Lyon. Voilà, c'était ça pour moi le fait le plus important à révéler. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, tu prendras des notes et puis tu nous raconteras. Voilà, tout à fait. Eh bien Pascal, je te remercie donc pour cette passionnante discussion autour de Maître Philippe. Et puis je te dis au mois prochain. Oui, à très bientôt, oui. Sûrement encore pour un sujet tout aussi passionnant. Et puis, eh bien, quant à vous, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis, eh bien, voilà, l'histoire continue au mois d'août. Vous pourrez retrouver Pascal Cazotte dans de nouvelles causeries sur Miasme TV. Allez, portez-vous bien et puis passez de bonnes vacances. Ciao, ciao.